Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, je suis content d'être parmi vous ce soir. Je tiens tout de suite à préciser d'emblée, et je le dis vraiment et je l'affirme très très fort, parce que c'est des choses sur lesquelles on m'accuse régulièrement, tous les élus en France ne sont pas pourris. Mon discours, c'est pas tous pourris, tous méchants, tous salauds, etc. etc. Ça, c'est un discours que je laisse à des populistes, à des machins. Non. La majorité, la grande majorité des élus sont des gens respectueux, des gens respectables, qui quelque part descendent dans la rue pour vraiment s'occuper de la vie de la cité. Le petit conseiller municipal de la commune, le petit maire, et j'en connais plein, qui dépensent beaucoup plus d'argent, entre guillemets, que ce qu'ils récupèrent, qui a beaucoup plus de responsabilités, parce qu'aujourd'hui, être élu, à ce niveau-là, c'est aussi une grosse responsabilité, parce que, je vous le dis tout de suite, un panier de basket qui tombe sur un enfant, le maire peut aller en prison à cause de ça. Il y a des petits maires qui touchent 600 euros d'indemnité et qui dépensent 700 euros d'assurance par mois. Quand vous faites la différence, ils perdent déjà 100 euros le début du mois. Donc ces gens-là, moi, je ne les mets pas en cause. Le conseiller municipal chargé du monument mort, je ne le mets pas en cause. Ce que je mets en cause, et ce que je mets dans mes livres, c'est les élus qui profitent de leur état d'élu et de leur fonction pour s'en mettre plein les poches et dénaturer complètement le mot politique. Le mot politique, c'est s'occuper de la vie de la cité. Pour moi, faire de la politique, c'est servir. C'est pas se servir. Et le problème qu'on a rencontré jusqu'à présent, c'est qu'il y avait tellement d'opacité dans ce que pouvaient toucher ces gens-là que quelque part, les gens ne savaient pas. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce qu'on peut faire un petit peu d'histoire. Il faut que vous sachiez, par exemple, qu'en 1789, donc quand on a commencé à monter l'histoire des députés, on a fait venir des députés de province. Et on s'est aperçu que ces gens-là ne pouvaient pas rester dans Paris. Et que quelque part, l'ensemble des députés ont décidé de leur verser ce qu'on appelle une indemnité. Sauf que déjà à l'époque, 1789, on est en pleine révolution, ils n'ont pas voulu marquer ça dans les comptes rendus. De façon à ce que le peuple ne le sache pas. De façon à ce que les gens de la rue ne sachent pas qu'on versait une indemnité importante à l'époque à ceux qui avaient été élus. Donc ça commençait déjà à l'époque. Et malheureusement, aujourd'hui, ça continue. Et moi, ce que je mets en cause, et on va parler de la représentativité après, c'est ces élus qui se servent de la fonction d'élu pour être au-dessus des lois, au-dessus du commun des mortels, et quelque part nous tromper. Je trouve de plus en plus inadmissible que des gens qui nous demandent de nous serrer la ceinture se rajoutent des crans à la leur. Et en plus, en nous faisant croire qu'ils sont pauvres et qu'eux possèdent la morale. Donc on va parler de la représentativité. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, je trouve, et je le disais tout à l'heure, les élus ne sont plus représentatifs de la population. Il faut que vous sachiez, et je le dis d'emblée, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, il n'y a que moins de 1% des députés qui sont du milieu ouvrier. 83% des députés, j'ai bien des députés, j'ai pas fait d'études sur les sénateurs, sont des gens de cadres supérieurs plus. Or, 53% de la population en France, c'est des secrétariats et des ouvriers. Donc déjà, d'emblée, ces gens-là ne sont plus représentatifs de nous. Ces gens-là sont des professionnels de la politique maintenant. Les gens aujourd'hui ne sont plus des gens qui sont issus du peuple, ils sont issus d'une caste. J'en parle toujours de Manuel Valls, parce que je le connais bien, j'ai bossé 9 ans avec lui. Manuel Valls, par exemple, n'a jamais travaillé. Jamais. Il a commencé sa carrière comme homme politique. D'abord homme de paille, chargé de mission, petit élu sur une commune, mais jamais il a été à l'usine. Et la plupart des élus en France, malheureusement, aujourd'hui, sont dans ce cas de figure. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont commencé à 18 ans en suivant un élu, en prenant un mentor. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais vous parler, vous allez percevoir que ça dénature déjà complètement l'élection. Je vais vous parler derrière des escrocs. Et c'est un rapport avec les gens qui font que de la politique. Je l'ai écrit dans un article il n'y a pas longtemps. Plus on est truand en France, plus c'est facile d'être élu ou réélu. Ça n'a pas l'air, Et pourtant, c'est ça. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie, elle n'est plus forcément dans les urnes. Elle est dans la façon dont on nous présente les choses. Un escroc et un élu qui se fait réélire, un bon escroc, c'est quelqu'un d'affable, quelqu'un de gentil,
quelqu'un qui vous passe la main dans le dos, qui connaît le prénom de votre petite fille, qui a trouvé du boulot à la femme qui a placé votre fille à l'école ou qui a téléphoné pour vous faire sauter vos PV ou vous faire rentrer à l'université. Ça, c'est le bon élu escroc. Ces gens-là sont capables de faire du clientélisme. Moi, j'ai une commune, pas loin d'ici, où elle verse en moyenne 250 000 à 300 000 euros par an pour offrir des cafetières ou des aspirateurs aux petits vieux. Dans ces communes, par exemple, il y a un taux d'abstention énorme. Parce que à quoi ça sert que je me présente contre Balkany, il va être réélu. À quoi ça sert que je me présente contre cet élu que tout le monde connaît, il va être réélu. Donc les gens ne vont pas voter. Parce qu'en plus, et j'en reviens aux élus professionnels, les élus, entre guillemets, professionnels ne se présentent jamais contre ces gens-là. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Donc les élus professionnels comme Manuel Axta, ils vont toujours que dans des communes où ils ont 70 ou 80% de chance de gagner. Ils ne vont pas au casse-pipe dans une commune quand il y a un grand caïd. Donc vous voyez, il y a un taux d'abstention énorme. Ces gens font du clientélisme. Et en plus, les élus professionnels ne se présentent pas contre eux. Dans ces communes ne se présentent que les 8e ou les 9e couteaux. C'est-à-dire le petit élu, le petit militant de base qui se bat comme un fou depuis 30 ans, il se présente contre le maire, mais c'est jamais un cadre qui se prend, sauf si ces gens-là sont en fin de carrière. Alors là, par contre, quand ils sont en fin de carrière et qu'ils ont un genou par terre, tu as tous les requins qui se précipitent pour prendre leur place. Donc j'en reviens aux élus professionnels. Les élus professionnels ne se présentent pas contre ces gens-là. Donc ces gens-là sont réélus à vie. Taux d'abstention énorme, clientélisme. Grosso modo, je le disais tout à l'heure, les 30 villes de France aux dernières municipales, les gens ont été élus avec moins de 2 électeurs sur 10. Moins de 2 électeurs sur 10. La remplaçante de M. Ayrault, vous voyez qui c'est M. Ayrault? Qui était Premier ministre, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, et qui se trouve être dans mes lits parce qu'il a été condamné pour 2 millions d'euros de détournement d'argent en collaboration avec la mafia. Ouais, ce que je vous dis est vrai. Hein. Tout est factuel. Mais il l'avait fait effacer de son casier judiciaire. Il l'avait fait effacer. Donc ces gens-là ne sont plus du tout représentatifs de la population. Donc la remplaçante, vous savez à combien de pourcentage elle a été élue? 1,4 électeurs sur 10. 1,4 électeurs sur 10. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un élu qui est élu avec 1,4 électeurs sur 10 est représentatif de l'ensemble de la population? Je ne crois pas. Hein. Je vais vous donner un autre exemple du vote. Les élections régionales. Vous avez entendu parler des élections régionales? Là, en décembre. On a tous voté. C'est le truc qu'ils ont pris 22 régions, ils les ont fait passer à 13 pour faire des économies, hein, c'est ça. Hein, ouais. C'est bien comme ça qu'on nous l'a vendu. Hein. Et c'est marrant parce que une fois qu'ils nous ont présenté ça, à 2h du matin, il y a un amendement qui est passé par un des adjoints que je connais bien de M. Valls, qui s'appelle Da Silva, où quelque part ils ont gardé le même nombre d'élus. Donc on passait de 22 à 13 régions pour faire des économies, tout en gardant le même nombre d'élus que pour 22 régions. Mais moi qui ai été élu, je sais ce que ça veut dire. Le même nombre d'élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire le même nombre de bureaux, le même nombre d'assistants, le même nombre de voitures, le même nombre d'argent qu'on donne aux groupes politiques. Ils sont où les économies? Ils sont sur le dos des fonctionnaires, ils sont sur le dos des employés, mais sûrement pas sur le dos des élus. Et en plus, je vais vous donner la petite dernière qui est marrante, si vous avez un petit peu suivi la presse, lors de la première réunion en Assemblée Générale, et j'ai été conseiller régional, je sais ce que c'est, ils se font voter des augmentations de 40 à 70%. De 40 à 70%. Et j'ai lu dans la presse qu'il y en avait eu le culot de dire, mais c'est dans la loi, on était obligé de s'augmenter. Est-ce qu'en tant que salarié, on est obligé de s'augmenter, nous? Eh bien, eux, ils étaient obligés de s'augmenter. Et il y a des gens qui l'ont cru. Alors oui, il y avait la possibilité qu'ils s'augmentent. Parce qu'ils augmentaient la superficie géographique de la région. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Pourquoi ils l'ont fait? Et ces gens-là nous disent qu'ils font des économies. Alors est-ce que vous savez, on va revenir, avec combien de pourcentage ces gens-là ont été élus? C'est important parce que personne ne s'en rend compte. Donnez-moi un pourcentage. J'adore ça. Pardon? 18, 12, 6. 3,8% des électeurs. Aujourd'hui, les conseillers régionaux qui vont
donc nous gouverner entre guillemets sur la région pendant 6 ans, ont été élus avec 3,5% des électeurs. Je vous en fais la démonstration que personne, des démonstrations vachement simples. 100% de votants, d'accord? Sur cette élection, grosso merdo, il y a eu 60% d'abstention. Donc 100% d'inscrits, ça nous donne 40% de votants. Tout le monde suit? Sur ces votants, pour avoir les exprimés, on va retirer, et il faut retirer les blancs et les nuls. En hypothèse basse de travail, je donne 2%. Donc 40% de votants, moins 2% de blancs et nuls, ça fait 38% d'exprimés. Jusque-là, vous suivez? Et il y a une particularité sur cette élection, c'est que pour être au deuxième tour, il faut avoir fait 10% des exprimés. Donc, 10% de 38% d'exprimés, ça fait combien? Or, nous sommes dans une élection à la proportionnelle. D'accord? Et donc, dans une élection à la proportionnelle, les 6 ou 7 premiers de chaque liste, que ce soit le gros groupe de gauche ou le gros groupe de droite, on va être entre nous, le PS et le LR, les Républicains, c'est comme ça qu'on dit. À partir du moment où ils sont au deuxième tour, ils sont sûrs d'être élus. Puisqu'au deuxième tour, on ne vote que pour le 8e, le 9e, le 12e, d'une liste ou d'une autre. Mais les 6 ou 7 premiers, ils sont élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans les 6 ou 7 premiers, c'est pour ça qu'ils se battaient, des listes dominantes, et que vous passez la rampe des 3,8 électeurs sur 100, 3,8 électeurs sur 100, vous êtes sûr d'être au deuxième tour. Ces gens, aujourd'hui, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et il y a le même problème au niveau des municipales. Réfléchissez-y quand on va arriver en 2020. Au municipal, c'est 10% des exprimés pour être au deuxième tour. Elle est où la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, la pseudo-démocratie qu'on nous propose avec 3%, 3 électeurs sur 100, c'est-à-dire c'est qui? Mon père, ma mère, et éventuellement ma sœur, et puis le cantonnier à qui j'ai trouvé du travail. Est-ce que c'est ça la représentativité aujourd'hui? Eh bien c'est ça la démocratie qu'on nous propose. Et le problème, c'est qu'on applaudit à deux mains. Alors vous me direz, ouais, mais t'as qu'à aller voter. Ouais, mais tu voté pour qui aujourd'hui? La peste? Le choléra? Les chemises brunes? Les chemises rouges? Les n'importe quoi? Le problème qu'on a aujourd'hui dans la démocratie, c'est qu'on va plus voter pour, on va voter contre. Le problème dans la démocratie aujourd'hui, c'est qu'ils font tout, et je vais vous donner un exemple, pour que quelque part, alors je vais être plus compliqué, je vais vous faire une analyse juste une phrase entre les entreprises, d'accord, et les politiques, qui de plus en plus se rejoignent. Aujourd'hui, les entreprises n'ont qu'une idée en tête, qu'on ne lise plus ce qu'il y a sur les étiquettes et qu'on ne regarde pas le prix. Et les hommes politiques n'ont plus qu'une seule idée en tête, c'est qu'on ne regarde pas le nom qu'il y a sur le bulletin de vote. Quand je dis ça, c'est volontairement provoque, mais c'est ça. Quand vous regardez l'élection de M. Hollande, est-ce que vous pensez vraiment que les gens ont voté M. Hollande? Ils ont voté contre M. Sarkozy. Mais ils ont trouvé le système vachement bon. Un petit parti d'extrême droite au deuxième tour, et on est sûr d'être élu. On est sûr d'être élu. Est-ce que vous avez réfléchi aux dates qui ont été choisies pour l'élection présidentielle? Jetez un œil. 3 régions sur 4 sont en vacances scolaires, le premier tour. Deuxième tour, vacances de la Pentecôte, 3 jours. Est-ce que vous pensez vraiment que dans l'état d'esprit où les gens sont, ils vont sacrifier leurs vacances pour aller voter? Moi, j'ai un peu l'impression que là, on favorise un peu l'abstention. Mais pour être élu aujourd'hui, favoriser l'abstention, c'est un bonheur. On est élu avec 2 électeurs sur 100. C'est un bonheur. Vous avez votre petite section politique de gens qui sont complètement ce que j'appelle le militant électeur obtus. Le mec qui, quoi qu'il arrive, n'importe quoi, il votera de toute manière pour le mec de son parti, même si c'est un enfoiré, même si c'est un pourri, même si c'est un voleur, il est de mon parti, donc il est bon. Les seuls qui sont mauvais, c'est les gens qui sont en face. Ça, c'est vos 2%. Et aujourd'hui, tout est fait en politique pour avoir uniquement ces gens-là qui votent pour soi. Tous les types qui réfléchissent,
tous les types qui pensent, toutes les personnes qui ont un peu de conscience, on s'arrange et on organise le fait qu'ils n'aillent pas voter. Est-ce que je suis clair? C'est pour ça que quelque part dans les pistes de travail que je propose, parce qu'aujourd'hui quand on est à 80% d'abstention, il y a des élections où il y a 80% d'abstention. Je propose moi le vote obligatoire. Parce que quand vous avez une gangrène, et là on est dans le cas d'une gangrène, qu'est-ce qu'on fait? On prend des solutions radicales. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution en plus. Je dis simplement que le vote obligatoire, c'est un immense avantage. Vous voulez que je vous le donne? Vous n'avez pas être chaud hein, ce soir. Je vais vous le donner. Le vote obligatoire, ça supprime l'abstention. D'accord? Si on supprime l'abstention, on est obligé politiquement de donner une couleur politique au vote blanc. Le vote blanc devient un geste politique, puisqu'il n'y a plus d'abstention. Et si le vote blanc devient un geste politique, on va être obligé à demander de donner un pourcentage vrai au vote blanc. Et si on donne un pourcentage vrai au vote blanc, il y a un seuil où les mecs en lice dégagent. Et c'est pour ça que je dis que le vote obligatoire aujourd'hui est une des pistes de travail pour remoraliser la vie politique. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais attends, la démocratie, la liberté... » Non, non, non. Le vote, dans ces cas-là, c'est de la citoyenneté. N'oubliez pas, mesdames, que vous ne votez que depuis 1945. Avant, vous ne votiez pas. Donc on ne parle pas de liberté, là, on parle de citoyenneté, de la vie de la cité. Aller voter, c'est un geste pour moi, à la limite, normal et qui doit être obligatoire. Parce que le degré de conscience des gens n'est pas suffisamment élevé, et les gens qui nous gouvernent sont suffisamment magouilleurs, aussi bien à droite qu'à gauche. Si on ne fait pas ça, ils feront tout pour qu'on n'aille pas voter. Ou ils feront tout pour qu'on vote pour n'importe quoi. Parce que c'est vrai que demain, c'est ce qui va se passer, ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas que vous regardiez ce qu'il y a sur le bulletin. Ils veulent que vous ayez voté parce que vous avez peur de ce qui risque d'arriver. Donc n'importe quelle chèvre qui va se trouver au deuxième tour, je dis bien n'importe quelle chèvre, ou quel requin, ou quel pourri, qui va se trouver au deuxième tour, on s'arrange pour que vous alliez voter au deuxième tour parce que vous avez peur de ce qui risque d'arriver. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Donc vote obligatoire. J'y rajoute un deuxième petit détail. Le casier judiciaire vierge. Je vous le dis, hein, je vous le distribuerai ça tout à l'heure, je lance une pétition là-dessus. Je ne trouve pas normal qu'un élu aujourd'hui qui représente la société n'ait pas un casier judiciaire vierge. D'autant plus qu'on nous demande à nous, salariés, sur 396 métiers que j'ai répertoriés, de présenter un casier judiciaire vierge. Pire, il y a certains boulots où si vous êtes condamné pendant votre travail, pendant votre job, et ça peut arriver à tout le monde, on peut faire une connerie, etc., etc., on vous vire de votre travail sans indemnité. Vous n'avez même pas droit au chômage, vous êtes viré sans indemnité, parce que vous avez été condamné. Pourquoi? Pour être élu, il ne faut pas présenter un casier judiciaire vierge. Je ne parle pas de la petite pécadille, hein, parce qu'on me l'a sorti, ça. Ouais, mais tu comprends, moi j'ai cassé du flic. Non, non, attends, je ne parle pas de la petite pécadille. Le B2 et le B3, détournement d'argent, et les délits qui ont été déjà répertoriés dans le cadre de l'inéligibilité des élus. La caution, la corruption, etc., etc. Pourquoi un élu qui a été condamné pour agression sexuelle, et j'en ai, a le droit de se représenter et d'être élu? Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui bosse comme éducateur spécialisé, etc., s'il a le malheur, enfin le malheur, non, la honte, de toucher un enfant et d'être condamné, il n'a plus le droit de travailler dans un métier où il y a des enfants. Un comptable qui est condamné pour détournement d'argent caractérisé, on lui interdit pendant 5 ans ou 10 ans de bosser dans un boulot ayant un rapport avec l'argent. Et moi, j'ai des mecs qui ont violé des femmes, qui se représentent, et qui, le pire, c'est là où ça me rend fou, pour toutes les raisons que je vous donne avant, ont été réélus au premier tour. J'en veux aux femmes. Il y a des femmes dans la salle? Ouais. J'ai du mal à comprendre que les femmes, et j'ai des exemples, j'en ai un qui est dans le 93 à Neuilly-sur-Marne, monsieur Mahéas, qui a été condamné, cassation, etc., pour harcèlement, agression sexuelle sur une employée de sa mairie. Le mec, il a été réélu au premier tour, les doigts dans le nez. Alors, ok, il a eu que 30%, je sais pas quoi, des électeurs qui se sont déplacés, mais dans les 30%, il y avait quand même des femmes. Comment les femmes peuvent voter pour un mec qui a fait ça? Il y a aussi un problème de conscience. Hein. Parce que je dis aussi, je le dis souvent,
c'est une grosse minorité des élus qui sont truands. Hein. Donc plus on monte dans le haut de la pyramide, moins il y a d'élus, plus ils truandent. Plus on descend, plus il y a des élus, moins ils truandent. Parce que, enfin, mais il y en a beaucoup qui ferment les yeux aussi. Hein. Parce qu'il y a des miettes. Je dis un élu qui truande. Et c'est pour ça que je suis pour une transparence de plus en plus grande. Un élu qui truande, c'est aussi un élu qui fait signer des papiers, qui fait rédiger un papier par la secrétaire. La secrétaire voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce qu'elle rédige. Le mec qui présente un truc au conseil municipal et l'ensemble du conseil municipal vote, hein, en regardant ailleurs. Il y a quelques élus qui ramassent des petites miettes. On n'est jamais truand tout seul. Là aussi, il va falloir qu'on révise les choses. Moi, je dis que faire et laisser faire, c'est aussi grave. On parle d'agression sexuelle depuis quelque temps, et moi j'en ai connu quelques-uns que j'ai bien fait. Je vous donne un exemple. Moi, qui étais un petit peu en politique depuis longtemps, vous saviez comment on appelait DSK il y a 30 ans dans les couloirs? Bite à la main. C'était son surnom. Donc tout le monde savait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas parlé. Hein. Moi, je connais bien Georges Tron pour X temps. Je veux dire, il y a déjà 25 ans que des nanas me disaient, mais quand je vais voir Georges Tron, je mets des bottes, des cuissardes et un pantalon. Tout le monde savait que dans la mairie de Georges Tron, il y avait une table transparente. Sur la table de son bureau, c'était une table transparente. Histoire de pouvoir voir. Personne ne disait rien. Donc il y a aussi des gens qui sont coupables. Il y a un moment donné qu'il faut que les gens prennent conscience. Moi, j'ai toujours refusé de voter, par exemple, et je me suis déjà battu plusieurs fois avec Manuel Valls, sans comprendre pourquoi. Manuel Valls, plusieurs fois, m'a demandé de voter pour un truc de M. Dassault. Pourquoi? T'as pas besoin, fais-le. Non. Non, tu m'expliques. Moi, je veux bien mourir, mais je veux être convaincu. Donc il y a aussi un degré de conscience qu'il faut qu'on reprenne là-dessus. Donc est-ce que vous êtes bien clair que moi, je trouve qu'aujourd'hui, que la démocratie n'est plus représentative? Que quelque part, si on fait le vote obligatoire, au moins les gens, quand ils seront élus à 30% des voix, ils seront élus de 30% de 95% de votants. Ça va quand même changer que d'être élu aujourd'hui avec 50% de 10% de votants. Sauf que dans les journaux, partout dans les médias, on vous donne juste le 50%. On ne vous dit jamais que Madame, la remplaçante de M. Hérault, a été élue avec 50%, entre guillemets, de 2,8 des électeurs. Donc 1,4% des électeurs. Jamais on vous dit ça. On ne vous dit pas qu'il y a eu 60% d'abstention. On ne vous le dit pas. On vous dit où? Moi j'ai entendu l'exemple que vous citez, je le cite souvent parce que je trouve qu'effectivement c'est lamentable que quelqu'un se fasse élire avec un petit peu de voix, mais je l'ai entendu à la radio ouais. Et j'ai entendu le nom d'abstention. Je me suis dit, elle s'est fait élire avec que dalle. On est d'accord, ça commence à se dire. J'ai entendu le nom d'abstention. Ça commence à se dire. Il y a de temps en temps un journaliste qui lève la tête et qui le dit. Mais majoritairement, on ne le dit pas. Mais justement, quand vous regardez la télé, les gens ont été élus avec 51% des voix. Point barre. Oui, la télé. On se contente de ça. Mais c'est vrai que dans quelques radios, et de temps en temps un journaliste ouvre sa gueule et le dit. Moi, je pense qu'on devrait inscrire le nombre de votants sur un résultat. Mais c'est vrai que si on met le vote obligatoire, le problème se résout. Alors je ne dis pas en plus, parce que j'ai des détracteurs là-dessus, que c'est le nirvana, que c'est la meilleure solution, qu'avec ça on n'aura plus de problème. C'est pas vrai. Il y a plus de 90 pays où il y a le vote obligatoire, il y a aussi des problèmes. Mais, par exemple, je regarde la Belgique, même si la Belgique, il y a encore quelques élus corrompus, il y a 5%, de 5 à 7% de gens qui ne vont pas voter. C'est-à-dire que les gens, quand même, quand ils sont élus avec 95% de votants. Pour moi, c'est ça la démocratie. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, dites-le. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce qu'au final, c'est bien beau d'aller tout le temps voter, mais si l'offre politique ne correspond pas effectivement derrière à l'envie des citoyens, on tombe dans une représentativité qui n'en est pas une. On est d'accord. Dans ces cas-là, tu votes blanc. Oui, mais il faut qu'il soit pris en compte. Là oui, mais dans le cadre du vote obligatoire, ils seront obligés. Avec, si aucun élu c'est ça. C'est vrai que c'est un peu dur à comprendre parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'on peut dégager tout le monde. Mais avec le vote obligatoire, si tu mets un pourcentage au vote blanc, si tes 4 candidats en présence ne te plaisent pas, tout le monde va voter blanc. Donc les 4 candidats, ils dégagent. Donc ta représentativité, tu vas la retrouver parce que... Mais ils sont remplacés par d'autres. Mais à partir du moment où tu sais que tu peux être viré, déjà les truands vont moins se présenter. Si tu rajoutes le casier judiciaire supplémentaire vierge, en plus, déjà t'en élimines plein. T'as plus personne. Non, je dis pas que t'as plus personne. Le but c'est renouveler. Mais c'est pas la panacée, ce que je suis en train de dire. Mais au moins, on va en dégager quelques-uns.
Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle quand même que la plupart des élus qui sont truands sont des mecs qui sont là pendant 30 ou 40 ans. On dit que c'est un boulot, entre guillemets, où moi je pense qu'on est locataire, mais ils se pensent tous propriétaires, les mecs. Et qu'il va bien falloir à un moment donné qu'on trouve un moyen de les dégager. Aujourd'hui, on parle de démocratie, mais moi j'ai l'impression plutôt qu'on est revenu au Moyen-Âge. On parle de quoi? On parle de fief. Les mecs, ils sont aux affaires. Ils se transmettent leur mandat de père en fils ou de père en cousin. C'est pas de la royauté, ça. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui, quelque part, sont élus pendant 40 ans? Et j'en ai une tripotée, j'ai pas fait la liste, mais il y en a un paquet. Regardez dans votre mémoire collective, les élus. Le mec, quand il est élu, ils sont là pour 30 ans, 40 ans. Alors que normalement, c'est des mecs qui devraient juste être de passage. Ils font leur boulot, et après, ils passent la main à quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux changer. Et en mettant ce système-là, tu le changes. Parce que le mec, une fois que tu auras ça à casier judiciaire vierge, déjà, il y en a déjà un paquet qui va partir. Et je précise tout de suite, je le dis parce qu'on me le sort, ouais, mais c'est pas juste un mec qui a payé sa dette, il pourrait pouvoir... Ouais, attends, deux choses. Ok. Donc pourquoi tu le fais pour les salariés que tu le fais pas pour toi? Parce que si tu dis que le mec a payé sa dette, dans ces cas-là, pourquoi un mec ne peut pas se présenter comme pompier alors qu'il a payé sa dette et qu'il a un casier judiciaire? C'est la même chose. Ça, c'est le premier point. Deux, je le signale, les gens ne le savent pas, un casier judiciaire, ça s'efface. C'est-à-dire que sur le B2, au bout de 3 ans, tu peux demander à ce que ça soit effacé de ton casier. Pour le B3, qui sont des délits un peu plus importants, au bout de 9 ans, tu peux le faire effacer. Je vous citais tout à l'heure, vous n'avez pas entendu, mais c'est ce qu'a fait M. Hérault. Donc M. Jean-Marc Hérault, qui avait été condamné, a fait effacer ça de son casier judiciaire. Donc tu peux. Ce que je dis simplement, c'est qu'au moins pendant 3 ans, tu dégages le mec. Que pendant 9 ans, il ne peut plus se présenter. Il n'y a rien de pire pour un élu que de ne plus être sur le terrain. Parce que c'est pour toute élection confondue. C'est-à-dire que tu as un casier judiciaire vierge, tu ne peux pas te présenter à quelque élection, pas vierge, tu ne peux pas te présenter à quelque élection ce soir. Et à partir du moment où ce mec-là, il n'est pas là pendant 3 ans, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus dur à revenir. Parce que pendant ce temps-là, la politique n'aimant pas le vide, il y a d'autres gens qui vont combler le vide. Et après, ces gens-là pourront venir. C'est pour ça que les élus cumulent plusieurs mandats. Parce que ça leur permet de rester sur le terrain. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça leur permet d'être toujours dans le coup. Donc ils se réservent 2-3 trucs, en plus du cumul. C'est la même chose qu'une des pistes de travail que moi je défends. Je ne suis pas contre le cumul des mandats. Vous savez que tout ce qu'on vous baratine. Parce que de toute manière, ayant été élu, je sais que même s'il n'y a pas le cumul des mandats, et même si on le réduit, je vais vous l'expliquer, ils trouveront une commune. Moi, je suis pour le bénévolat total sur les mandats supplémentaires. Quand vous rentrez dans une assoce, et moi j'en ai fait partie de pas mal, c'est bénévole. Hein. Quand vous rentrez dans 2 assos, c'est bénévole. Hein. Tu veux faire plusieurs mandats? Vas-y, mon bonhomme. Mais le 2e mandat, tout est bénévole et contrôlé. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis quasiment sûr qu'il y aura vachement moins de gens qui vont cumuler. Je ne sais pas pourquoi, hein. Pourquoi. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que le non-cumul. Parce que je vais vous donner un exemple sur le non-cumul. Vous connaissez la loi de mars 2017? Celle qu'on va vous balancer là bientôt, en vous disant on moralise la vie politique, on réduit les mandats des élus, les gens vont être obligés de rendre des mandats, etc. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Hein? Ça arrive en mars 2017. Hein. Alors je vais vous donner aussi, vous faire voir que c'est une grosse arnaque. Ça m'amuse beaucoup, celle-là. Donc en mars 2017, on va vous dénoncer à grand renfort qu'on moralise que les élus rendent des mandats. D'accord? Ça, c'est acté, c'est fait. Donc l'élu va rendre son petit mandat. Il ne va pas rendre le mandat qui lui rapporte le plus. Hein. On est d'accord? Ou alors les mecs, ils sont complètement teubés, ou les mecs, ils sont intègres. Il n'y en a pas beaucoup. Ce petit mandat, qui, comme dirait Santini, c'est celui qui sert à payer ses cigares tous les mois. Il va falloir remettre des autres élus dessus. Parce qu'il va y avoir donc un mandat vide. Donc je signale et je le rappelle, on est quand même le recordman du monde du nombre d'élus au mètre carré. On a 618 000 élus en France, à peu près, parce qu'ils sont incapables, et la DGA ne sait même pas elle-même combien il y a d'élus territoriaux, etc. Donc 618 000 à peu près. Recordman du monde. Aux dernières municipales, il y avait un élu pour 48 électeurs. C'est pas mal. Donc du coup, avec cette loi qui est là pour moraliser, comme il va y avoir des mandats libres, et moi je suis un type de gauche, je ne vais pas donner mon mandat libre à un mec de droite. Donc je vais le refiler
au petit militant de base qui se fait chier depuis quelques années, il faut bien le récompenser. Allez, tu prends le mandat, tu te fais élire. Donc on va passer de recordman du monde, d'élu au monde, pardon, à super recordman, parce qu'on a encore plus d'élus. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Comme c'est des petits mandats avec des petites indemnités, on va nous expliquer, à grand renfort de publicité, et je vous jure qu'ils vont faire ça, que si on ne veut pas que ces gens-là soient corrompus, si on ne veut pas que ces gens-là aient la tentation, il faut leur donner une indemnité décente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? De ces nouveaux élus, on va augmenter leurs indemnités. Donc ils vont devenir des élus alimentaires, redevables de celui qui leur aura permis d'être élu. Donc plus d'élus, plus d'indemnités. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Les élus qui auront rendu leur mandat, eux, ils ont perdu leur train de vie. Et il n'y a rien de pire qu'un élu qui perd son train de vie. J'en connais plein. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver une combine pour faire augmenter leur représentation ou leurs avantages, etc. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Dernièrement, il y a un type qui s'appelle Xavier Bertrand, qui avait déclaré qu'il était intègre et qu'il rendait son mandat de député. Et 15 jours après, il se faisait voter 5 000 € de frais de représentation en plus à la région. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une bonne loi, et qu'on nous a annoncé comme bonne loi, dont on va croire qu'elle est là pour moraliser la vie politique, 1. Encore plus d'élus, alors qu'on en a pléthore. 2. Encore plus d'indemnités et des élus qui deviennent des élus alimentaires. Et 3. Des élus qui, soi-disant, ont perdu leur pognon, qui, quelque part, vont se payer des frais de représentation ou autre chose en douce. On est encore cocu dans cette affaire. Ces gens-là nous prennent vraiment pour des cons. Et on nous balance ça en nous disant, mais voyez, on moralise la vie politique. Pourtant, il y a des trucs vachement simples à faire, ce que je viens de dire. Sur le fait qu'à partir du moment où vous prenez plusieurs mandats, tout mais gratuit et contrôlé. Pourquoi ils ne font pas ça? Plutôt que de nous faire croire qu'ils moralisent et en fin de compte, nous rebalancer encore plus d'élus qui, quelque part, ne seront plus dans notre camp. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un type qui a été militant pendant 20 ans, à qui on donne la chance d'être élu et de passer sur le devant de la scène, et qu'en plus à qui on donne du pognon, ce mec-là, je peux vous assurer qu'il fera n'importe quoi pour l'élu qui lui a permis de le faire. Parce que ça devient un élu redevable. Et comme en plus, ces gens-là, en général, après, ils laissent tomber leur travail, et ça, c'est un des gros problèmes de la politique. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu quitter mon travail. On me l'a proposé plusieurs fois. J'aurais fait une carrière politique beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Parce que je suis sympa, j'ai une bonne gueule, j'essaie de faire, etc. Mais j'ai toujours refusé. J'ai toujours gardé mon travail. Parce que pour moi, le boulot d'élu, c'est pas un boulot professionnel. C'est un débat. Hein. C'est pas un boulot professionnel, c'est un boulot de vocation. C'est j'ai envie d'aider ma population, j'ai envie de rentrer dans une association parce que je me sens utile dans l'association et que j'ai envie de rendre service. C'est pas un boulot professionnel. Donc j'ai toujours gardé mon travail. Mais ces élus dont je vous parle, eux, ils vont devenir des professionnels. Je peux vous assurer que ça ne va pas arranger nos affaires. 1, ils vont ouvrir leur mentor. 2, ils vont faire comme les autres, ils vont tout faire pour garder leurs avantages. Est-ce que je suis clair dans mon discours? S'il y a des gens qui sont contre, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. J'accepte avec tolérance les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais jusqu'à présent, j'ai du mal à faire que ce que je dis n'est pas rationnel. Quand je dis 3,8%, ben oui, c'est vraiment 3,8%. Quand je dis casier judiciaire vierge, c'est vraiment casier judiciaire vierge. Quand je parle aussi de la protection fonctionnelle des élus, qui pour moi est une aberration, même si elle doit exister. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'un élu qui fait des agressions sexuelles soit payé par la collectivité, son avocat. J'ai du mal à comprendre qu'un élu qui a été condamné, parce que soi-disant, je vais vous expliquer pourquoi, sa municipalité n'est pas portée partie civile, ça soit la collectivité qui paye l'amende. Quand un chef d'entreprise fait une connerie, qu'est-ce qui se passe? Il paye sur sa maison, sur ses deniers propres, quand il ne s'est pas bien démerdé comme les gros trusts. Un président d'association, il y a une loi qui est passée aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai démissionné toutes les présidents d'association que j'avais, parce qu'un président d'association, loi 1901, s'il a mal géré son association, que c'est prouvé, il est responsable sur ses deniers propres.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des présidents d'associations pour X raisons, hein, où on déclare qu'il y a une mauvaise gestion de l'association, le mec, on lui fait vendre sa maison. Un élu, non. Un élu, s'il a une amende, sauf si vraiment c'est détachable de sa fonction, et malheureusement, ils n'appliquent pas la loi à ce niveau-là, il paye, c'est la mairie qui paye. Je vais vous donne un exemple. Du côté de Rambouillet, il y a un élu qui avait détourné 13 millions, entre 13 et 20 millions d'euros. C'est pas mal, hein. Moi, je ne les ai pas. Hein. Vous les avez, là, il y a quelqu'un qui a 13 millions d'euros dans la salle. Donc, il avait détourné entre 13 et 20 millions d'euros. Déjà, le procès traîne, etc., etc. Je vais passer les détails. Il a été condamné avec 20 000 euros d'amende avec sursis. Déjà là, je l'ai mauvaise. Mais vous voulez que je vous dise le plus marrant? C'est que les gens ont été 3 fois cocu dans cette affaire. Un, son avocat a été payé par la municipalité, puisqu'il a été mis en examen et qu'on s'est arrangé pour que ce ne soit pas détachable de sa fonction. Et l'avocat, dans ces cas-là, je peux vous assurer qu'ils se font plaisir. J'ai un élu qui est pas loin là, il dépensait par an, et ce que je vous dis est vrai, par an, 2,4 millions d'euros de frais d'avocat. Sur la commune, c'est à Asnières. Pas celui qui est réélu là et qui a été réélu avant. 2,4 millions d'euros. Donc ce mec-là, on a payé son avocat. Les 20 000 euros d'amende. C'est aussi la collectivité qui les paye. Mais vous connaissez la meilleure? Les 13 millions de détournements. C'est aussi la collectivité qui l'a payé. Parce que la mairie ne s'était pas portée partie civile. Comme c'était un mec de sa majorité. J'ai pas honte de le dire, hein, c'était un adjoint de M. Larcher. Vous connaissez M. Larcher? Président du Sénat. 2e personnage de l'État. Très grande personne. 18 000 euros de salaire en moyenne d'indemnité par mois. Imposable sur 4 100 euros. Ah ouais, c'est ça les élus. 18 000 euros d'indemnité, imposable sur 4 100 euros. Et bien Larcher, il ne s'était pas porté partie civile contre son adjoint. Donc la population a payé l'avocat, l'amende et a remboursé les 13 millions d'euros. Pendant 3 ans, ils ont eu 70% d'augmentation sur leur impôt de déchets ménagers. À rembourser à qui? Pardon? À rembourser à qui? Parce que le détournement a été fait, c'était de l'argent de la commune. Ah non, c'était de l'argent qui a été détourné, qui a été mal géré, etc. Il fallait le rembourser. C'est de l'argent détourné. C'est pas de l'argent de la commune. Mais de toute manière, c'est de l'argent qu'il faut rembourser. À partir du moment où on vole de l'argent, il faut le rembourser. J'ai pas les détails en tête, je te les donnerai si tu veux. Mais c'est pas de l'argent que tu prends dans une poche et que tu remets dans une autre. Quand tu voles de l'argent, tu voles de l'argent. D'accord? Donc là, il y a eu 13 millions de détournements d'argent. Est-ce que je suis clair? Cet argent-là, il y a des créanciers. Les créanciers, il a fait les rembourser. Et ben, c'est la population qui a remboursé les 13 millions d'euros sur leurs impôts. Ça, moi, je trouve ça complètement anormal. Et je demande un truc vachement simple. Moi, je suis toujours très rationnel. Je demande simplement que quand un élu est mis en examen dans le cadre de sa fonction et que ça soit contrôlé, systématiquement, la mairie se porte partie civile. Je demande un truc vachement simple. Qu'un élu, quand il détourne de l'argent, il soit condamné le plus près possible de ce qu'il a détourné. Je sors cet exemple qui est un à côté. Tout le monde a en tête la nana qui a payé 40 000 euros de taxi à l'année. Dépensé, ce qu'on a su. Hein. Elle a été condamnée à 4 000 euros, avec sursis. Donc d'un côté, je dépense 40 000 euros, je vole 40 000 euros et je suis condamné qu'à 4 000 euros. Il y a quand même un malaise. Nous, si on... Pardon? Je croyais avoir entendu qu'elle allait rembourser. Non, non. Elle a dit qu'elle avait remboursé. Mais elle a été condamnée à 4 000 euros. Ouais. Ah non, parce que c'était sur ce qu'elle avait remboursé, elle a été prise pour d'autres choses. Son amende, c'était 4 000 euros. Parce qu'en plus de ça, c'est trop facile. Même si tu rembourses, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as fait une connerie, tu rembourses un petit peu, et puis tu as le droit de recommencer. Ça aussi, ça commence à être un peu gonflant. Moi, je rencontre si toi tu rembourses, tu vas quand même, on te vend quand même ta maison. Hein. Parce que la loi est différente. Alors peut-être tu as le droit de détourner du pognon, tu as le droit de faire des malversations, tu as le droit de faire de la corruption. Je dis bien, tu as le droit de faire. Et puis tu rembourses un petit peu, et puis le juge, attends, vous avez remboursé, on laisse tomber, monsieur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui ont du pognon qui peuvent donc rembourser, qui quelque part en absous. Donc ça, je ne veux même pas l'entendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai plein de cas. Où le mec, il a remboursé, faute à moitié, faute, comment on dit? Faute avouée ou faute remboursée à moitié pardonnée. Non, ça va quoi. Tu as fait une connerie, tu payes. Parce que nous, on ne nous fait pas. Le problème, c'est que si la loi était la même pour tout le monde, à la limite, moi, je voudrais bien le comprendre. Mais quand je vois que des procès pour des élus, et j'ai toutes les preuves dans mes bouquins, il faut 15 ans ou 20 ans pour que ces mecs-là soient condamnés. Toi, si jamais tu fais un détournement d'argent, pour X raisons,
3 mois après, tu as ton procès, 4 mois après, on vend ta baraque. 4 mois après. Je vais vous donner un autre exemple qui me rend fou aussi, celui-là. J'ai un ancien ministre qui a été condamné, pour une fois, il y en a un, qui a été condamné pénalement à 2 ou 3 millions d'euros d'amende. Là, pas de bol, c'est lui qui paye. Mais c'est pas fini. Le mec, il était voir son percepteur. Ce que je vous dis est vrai. Prouvé. D'abord, ils n'ont pas porté plainte contre moi. Hein. Et c'est écrit. Vous savez bien que si jamais c'était pas vrai ce que je disais, il y a des mecs il y a longtemps qui m'ont attaqué. J'ai un seul procès sur 1200. Donc le mec, il va voir son percepteur. Il négocie un moratoire. Jusque-là, il n'a rien à dire. On est d'accord, le mec, 3 millions d'euros, c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément les sortir. Vous savez en combien de temps il va rembourser? J'adore voir la tête des gens qui cherchent. 162 ans. Il est chaud. Il est chaud. Accepté, hein. 162 ans. Le percepteur a accepté qu'il rembourse sa dette en 162 ans. Et en plus, c'est une dette pénale. Donc du coup, quand il meurt, la dette s'arrête. 162 ans. Il a eu un accord avec le percepteur. Et c'est un truc tout con, hein. Parce que nous, on a eu simple, on a eu la somme qu'il avait à payer et la somme que le percepteur l'autorisait à rembourser tous les mois. Bon, on a juste fait la division, hein. Alors que ce mec-là, il a des biens. Moi, je le connais. Il a un petit château, il a un appartement à Paris, ça. Est-ce que nous, on nous fait ça? Est-ce que nous, si on va voir le percepteur, parce qu'on a 2000 euros de retard de paiement d'impôts, on nous permet de faire un étalement sur 162 ans? Vous ne connaissez pas meilleur? Parce que j'ai creusé ce truc-là. La retraite des élus n'est quasiment pas imposable. Donc le mec, il a fait jouer sa retraite d'élu, quasiment pas imposable. Ok, je te prends que 1500 euros par mois. Elle n'est pas belle la vie pour ces gens-là? Et nous, c'est pas pareil. Allez, je vous en donne une petite. Tout le monde sait ce que c'est qu'une pension de réversion. Hein, c'est quand ton épouse ou ton époux meurt, ou ton compagnon ou ta compagnon si tu es homosexuel. Donc on reverse la moitié de la pension de ton compagnon ou de ta compagne. En France, pour les salariés, c'est 54% de 19 936 euros maximum. 19 936 euros maximum. Maximum, hein. Donc c'est déjà 1500 euros par mois. Et si toi, tu gagnais quelque chose, ça diminue. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari, elle touchait déjà une petite retraite. Sur la pension de réversion de 2000 euros de son mari, elle touche que 357 euros. Donc quand vous passez d'un train de vie à 2, avec 2000 euros dans le salaire qui rentre à 357 euros, vous faites la gueule. On est d'accord? Mais à la limite, pourquoi pas? Je ne remets pas en cause. Ce que je remets en cause, c'est la pension de réversion des élus. 66% sans plafond. Quand vous savez qu'un élu peut toucher jusqu'à 30 000 euros de retraite. Quand vous savez qu'un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites. Alors que nous, c'est interdit. C'est-à-dire que nous, quand on part à la retraite, on n'a quasiment pas le droit de travailler plus que son dernier bulletin de salaire. C'est-à-dire que si jamais vous gagnez 2 000 euros de retraite et que vous touchiez 3 000 euros de salaire, vous avez le droit de travailler pour une tranche de 1 000 euros. Au-dessus, il y a des soucis. Un élu, c'est 5 retraites sans plafond. Moi, quand j'ai commencé en politique, j'ai rencontré des vieux élus, maires, qui me disaient « Bon, bonjour madame, entrez, je vous en prie. » J'ai rencontré des vieux élus maires. J'adore faire ça, parce que du jour, tout de suite, les gens ils veulent rentrer en douce, et en fin de compte, tu débarques. Installez-vous. J'ai rencontré des vieux élus maires qui avaient l'air sympathiques, que je croyais sympas, qui disaient « Oh, moi j'en ai marre, la politique, ça me fait chier. J'ai fait mon temps. Allez, en fin de compte, je laisse ma place à un petit jeune. Mais je reste maire adjoint. » Moi, je disais « Putain... chapeau le mec, voilà un élu qui a des couilles, qui laisse sa place. » Mais j'ai compris maintenant. Il touchait sa retraite de maire et en même temps son indemnité de maire adjoint. Bonus. Ça aussi, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. J'ai du mal à comprendre que des gens qui nous demandent à nous, de serrer notre retraite, parce qu'il faut savoir que personne ne le sait, mais dans 2 ou 3 ans, la retraite, elle va passer à 67 ans. Elle est déjà quasiment à 64. Parce que là aussi, on nous annonce des choses qui ne sont pas vraies. Je vous donne un petit exemple. La retraite, elle a 62 ans aujourd'hui. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ben non, c'est pas vrai.
La retraite, elle est à 64 ans aujourd'hui. Vous savez pourquoi? C'est simple, mais les gens n'ont pas fait gaffe. 62 ans, c'est la retraite de base. La retraite de sécurité sociale. La retraite complémentaire est passée à 64. Et ça, on oublie de vous le dire, en gros. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes qui prennent leur retraite à 62 ans, quand ils s'aperçoivent qu'ils vont toucher que 700 € ou 800 €, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils continuent, hein. Ils attendent d'aller jusqu'à 64. Donc sur le papier, on nous fait croire que la retraite est 62, mais dans la réalité des faits, elle est à 64 ans. Je suis le roi de fouiller sous les tapis. Je vous en donne une autre sur la retraite. Vous savez, la retraite pour carrière longue à 60 ans. Vous en avez entendu parler? Donc quand vous avez bossé plus de 5 trimestres avant 18 ans, moi je suis dans ce cas-là, hein, je pourrais même partir à la retraite déjà depuis longtemps, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans. Ça a été annoncé comme un progrès social. Hein. Tout le monde est d'accord? Ah putain, ils ont bien fait les mecs. Hein. Sauf que, on commence à découvrir qu'ils ont passé des petits textes de loi dedans. Une femme qui a eu un cancer du sein, qui a été arrêtée de 3 ans. Elle a fait une carrière longue, elle se pointe, on lui dit non madame, vous avez été 3 ans malade, il faut les rajouter à vos 60 ans. Donc aujourd'hui, et qu'on ne me dise pas moi, que quelqu'un qui a eu un cancer, il l'a fait exprès. Que c'était un feignant. Un ouvrier qui travaille sur un chantier, qui s'est cassé la jambe, qui a mis 8, 9 mois, 1 an, 2 ans à se remettre la hanche, qui est tombé du chantier, etc. Il arrive, il a commencé à bosser à 14 ans, il arrive à 60 ans, la loi dit je veux prendre ma retraite. Non, non, monsieur, monsieur, là vous voyez, vous avez resté, vous avez eu 6 mois dans le plâtre, 12 mois de rééducation, il faut les rajouter. Mais ça, on a oublié de vous le dire. Et ça me rend fou, ce genre de loi. Où on vous fait croire que c'est bien, et en fin de compte, dans la réalité des faits, c'est faux. Mais c'est notre faute, hein. Parce qu'on ne va pas chercher. Hein. Je vous en donne une autre gratos? Allez, je vous en donne une. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, que je l'adore celle-là, sur le fait que vous ne pouvez plus acheter quelque chose maintenant en liquide au-dessus de 1 000 €. Vous l'avez vu cette loi? Elle est géniale, hein. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était pour lutter contre le trafic de blanchiment d'argent. Et encore une fois, comme on est con, c'est le pouvoir qui le dit, et là aussi j'en veux aux gens, parce qu'à partir du pouvoir le dit, vous ne remettez pas en cause, les gens le croient. Moi j'ai été voir la loi, j'étais fouillé dedans. Donc déjà, très honnêtement, 1 000 €, les trafiquants de drogue, j'en connais quelques-uns, ils rigolent les mecs, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais j'ai découvert un petit truc dans la loi. Au PMU, on peut continuer à payer en liquide jusqu'à 3 000 €. Bon, moi je suis un type con, mais des mecs qui essayent de truander sur le pognon, j'en vois dans ma ville d'Évreux, ça passe souvent par le PMU. Le casino, Hein? même au casino, ça va être plus élevé, je pense. Non mais attends, c'est fou. Ouais, au casino aussi. Donc nous, simple lambda, au-dessus de 1 000 €, on ne peut plus payer en liquide pour mieux nous tracer. Parce que derrière, il y a d'autres choses. Hein. C'est pas seulement le fait de prendre du liquide, c'est aussi pour nous tracer. Et pour jouer au PMU ou au casino, tu as le droit de jouer à encore plus de liquide. Mais pour qui on nous prend? De plus en plus, ces gens-là nous prennent pour des cons. Mais comme c'est le pouvoir qui le dit, on le croit. Et moi, je rencontre, oh, c'est bien, ils ont lutté contre le trafic de drogue. Pauvre con, hein. Regarde un peu. Regarde un peu, ils sont petit à petit en train de nous serrer. Sous des prétextes de démocratie, sous des prétextes de sécurité, sous des prétextes de lutte contre des malversations. En fin de compte, ils l'organisent. Parce que petit à petit, quand on pourra plus payer en liquide, ça veut dire quoi? Les personnes s'en rendent compte et là, je digresse par rapport aux élus. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Là, on va être obligé de payer par carte, hein, tout. On est d'accord? C'est fait pour. Il n'y aura plus d'argent liquide. Sauf que si jamais vous êtes payés tous par carte, moi je vous tiens. Celui qui est derrière la manette, là. Avec une carte, moi je sais tout ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont capables de me dire ce que vous avez mangé, avec qui vous baisez, où vous étiez, combien il y avait de couverts chez vous hier soir. Tout ça grâce à une carte de crédit. Une carte de crédit, en plus, on sait où vous êtes. L'argent liquide, tu peux le donner à monsieur, puis tu vas le dépenser ailleurs. Ça va être un bonheur. Un bonheur pour tous ces gens-là. Mais il y a des gens assez bêtes pour croire que ça va être plus pratique. Parce que c'est comme ça qu'on va vous le vendre. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus besoin de vous travailler d'argent. On va plus voler de liquide aux petites mémés. Ça va être vachement plus pratique pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous trimballer avec de l'argent liquide. Vous allez avoir une petite carte.
Mais vous allez faire rouler. Mais là, je digresse. Hein. Excuse-moi, reprends-moi, Hakim, parce que là, je suis parti sur un autre sujet. Si ça vous gêne, vous me dites. Hein. Mais c'est un truc qui me rend fou parce que les gens ne se rendent pas compte, comme en politique. Les gens ne se rendent pas compte que sous le prétexte de soi-disant démocratiser, d'être encore plus ouvert vis-à-vis des gens, on est en train de nous rouler la tête et de nous enfermer dans un truc qu'on ne pourra pas s'en sortir. Comme pour les élus. Comme pour soi-disant le vote qui est démocratique, qui en fin de compte est complètement antidémocratique. Aujourd'hui, on est malheureusement de plus en plus dirigé par une caste de gens qui sont de moins en moins nombreux, qui ont toutes les rênes. Et ils vous font croire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, on en était où? Régime général chômage. Ah ouais. Sur les élus, je vous en donne une autre sur les élus au niveau du chômage. Ça va vous plaire, ça. Moi, j'ai du mal à comprendre, et les gens ne se rendent pas compte, qu'un élu, il a droit à 3 ans de chômage. Nous, c'est 2. Ça, c'est le premier point. 2, ils ont institué une loi où un élu qui est plus élu, de son propre fait, hein, je ne parle pas d'un élu qui est battu. Un élu qui est battu, à la limite, là encore une fois, moi je suis ni Robespierre ni Judas, et les Robespierre et Judas ne sont jamais bons parce que c'est mal. Pourquoi il n'aurait pas droit au chômage? Oui, je suis ouvert. Mais là, ils ont passé une loi pour des élus qui ne se représentent pas. Et un élu qui ne se représente pas, pour moi, je l'assimile à quelqu'un qui démissionne. Le mec qui ne se représente pas, il va faire autre chose, c'est son droit. Et bien un élu qui démissionne, donc il ne se représente pas, il a droit à 3 ans de chômage. Truc de fou. Hein. Et un député qui ne se représente pas, 3 ans de chômage, vous connaissez quelle est sa dernière mensualité de chômage? 1 425 € pendant 3 ans. C'est un bonheur. Hein. En plus, lui, il ne pointe pas à la NPE. C'est-à-dire que je connais des élus qui ont trouvé une autre manière de rentrer du pognon et qui en même temps les touchent. Je connais des élus, j'en connais un qui est président d'un parti politique, qui, pendant qu'il était maire, touchait ses indemnités de chômage. Nous, si on fait ça, mais c'est un truc de fou. Pire, là, ils ont passé un amendement il n'y a pas longtemps. Et tout ce que je vous dis, encore une fois, est factuel et vrai. J'ai rien inventé. Ils ont passé un amendement où ils ont embauché des gens pour contrôler les comptes en banque des mecs qui sont au RSA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont le droit de fouiller dans votre compte en banque pour voir si vous êtes vraiment au RSA. Sous prétexte, encore une fois, et on l'a cru, qu'il y a trop de mecs qui truandent au RSA. Oui, oui. Il y a en moyenne 6% de connards qui truandent sur le RSA. 6%. Mais là où j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on embauche 200 personnes pour soi-disant trouver 6% de gens qui truandent au RSA. Ils ne vont pas trouver 6%, ils vont peut-être trouver 1%. Mais pour fouiller sur le compte en banque d'un élu qui, lui, truande à plus grande échelle. Si vous saviez le parcours du combattant, on ne peut pas fouiller sur le compte en banque d'un élu. On ne peut pas écouter au téléphone un élu. Quand vous voulez écouter au téléphone un député, quand un inspecteur de police que je connais veut écouter un député au téléphone, il est obligé de demander l'autorisation au questeur de l'Assemblée nationale. Entre nous, j'en ai connu un ou deux, le mec, il connaît les députés depuis 25 ans, depuis 30 ans. Ils bouffent ensemble 1 fois par semaine. Si ton pote avec qui tu bouffes ensemble 1 fois par semaine, t'apprends qu'il est sur écoute, qu'est-ce que tu fais? Non, je lui dis pas. Attends, non, je vais pas lui dire, moi je suis un type intègre. Ils se le disent. Donc ce qui est valable pour nous, c'est pas valable pour eux. Pire, je vais vous en donner une autre, et encore une fois, ce que je vous dis est vrai. Ils ont essayé de passer un amendement, il n'y a pas longtemps, qui a été, cette fois-ci, rejeté. Heureusement. Il y en a tant qui sont un petit peu de machin. Ils voulaient pouvoir écouter les conversations téléphoniques des gens qui étaient à Pôle emploi. Pour savoir si les gens étaient vraiment au chômage. Au cas où ils faisaient un petit boulot au noir, tu sais, de 150 €. Mais là aussi, on marche sur la tête. Et des lois comme ça, j'en ai plein. Hein. Et petit à petit, ça bouffe nos libertés. Tout en nous faisant croire le contraire. Hein. En plus, tout en nous faisant croire le contraire. Et ces gens-là se permettent des trucs. Là, j'ai rencontré sur une autre conférence une députée qui a été élue en 2012, une enseignante. Elle débarquait. Je suis obligé de dire que ce que je vous dis est vrai, à chaque fois ça m'énerve. Lana parle avec moi, elle me dit, parce qu'on ne le croit pas des fois, tellement c'est fou. Lana me dit, tu sais, j'étais fou de rage, je mets les pieds dans l'hémicycle, j'ai 2 vieux briscards qui viennent me voir,
pour me prendre sous l'oreille. Je croyais que c'était pour m'apprendre les rouages de maintenant. Non. La première chose qu'ils ont dit, viens, on va t'apprendre comment truander sur ton IRFM. 5 770 € d'argent de poche pour les députés chaque mois, 6 200 € d'argent de poche chaque mois pour les sénateurs. Moi, c'est des trucs qui me rendent fou. J'ai découvert, et je l'ai marqué, plus de 200 élus qui ont payé leur maison personnelle avec l'IRFM. Payer leur maison personnelle. Nous, en tant que salariés, on appellera ça de l'abus de bien social. Entre autres. Détournement de fonds publics. Entre autres. Eux, c'est légal. Alors, ils disent qu'ils ont arrangé les choses. Parce que ça s'est un peu su. Donc, ils le disent un petit peu, mais c'est pas vrai. Il y en a encore qui le font, mais ils ont trouvé d'autres systèmes. Parce qu'en France, il y a un truc bien particulier, c'est qu'on vous donne de l'argent, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des pays où c'est pas comme ça. Moi, je milite pour un truc vachement simple. Je ne suis pas contre, encore une fois. Je le dis tout de suite parce qu'il y a des gens qui me rentrent dedans en disant « Ouais, tu veux tout casser ». Non, non. Moi, je ne veux pas tout casser. À la limite, c'est normal qu'un élu ait des frais de représentation. Pour moi, c'est normal. Ce que je dis simplement, c'est qu'il devrait fournir des factures. C'est tout. Il y a certains pays où tu payes ton restaurant, et après, comme un chef d'entreprise, et après tu vas apporter à comptable ta facture, et tu te fais rembourser. On sait ce que tu as acheté, et on sait comment tu l'as acheté. En France, c'est pas ça. On te donne le pognon, tu fais ce que tu veux. Et j'ai découvert un député qui, avec son IRFM, s'est payé de la thalassothérapie et des voyages au Sénégal à lui et toute sa famille. Et le mec, il n'était pas content, il a porté plainte en diffamation, en plus. Disons. On avait les billets d'avion, on avait les factures de thalassothérapie, mais ouais, c'est là, je porte plainte en diffamation. C'est comme ça en France. Ils sont attaqués, les mecs, ils te rentrent dedans. D'abord, c'est simple, un élu, c'est pas coupable. Un élu, c'est innocent. Non, pardon, un élu, c'est pas responsable. Et quand il est réélu, il est innocent. Je ne veux pas être coupable, j'ai été réélu. Et je suis sûr que c'est des formules qu'ils emploient. Moi, je dis simplement que ça serait vachement simple. Il y a certains pays qui sont intéressants, comme la Suède, par exemple, où il y a un gros bouquin qui sort tous les ans. Alors, c'est vrai que c'est chiant. C'est un espèce de gros dictionnaire. Et bien, dans ce dictionnaire, il y a jour par jour, quasiment heure par heure, ce que dépense chaque membre du gouvernement. C'est-à-dire que le secrétaire, le matin, il se lève, il a un petit déjeuner avec 3 personnes, il y a marqué secrétaire de machin, petit déjeuner de 3 personnes, 70 €. Le ministre se rend à tel endroit, ministre prix des transports en commun, ticket 2,50 €. Et tout est marqué jour par jour. En France, c'est le flou le plus absolu. Il n'y a aucun contrôle. Aucun. La réserve parlementaire. 130 000 € par député. Vous gagnez 130 000 € par an, là ? Eh ben, c'est 130 000 € qui font ce qu'ils veulent. Les sénateurs, ça peut monter jusqu'à 350 000 € par sénateur. On a découvert que ça servait à financer des gendarmeries. Ils financent ce qu'ils veulent avec. Alors ils me disent, ouais, mais je me suis engueulé, j'étais à l'Assemblée nationale il y a pas longtemps, je me suis engueulé avec eux. Ouais, mais on fait du bien public, on rend ça. Ben oui, mais attends, c'est complètement arbitraire. Si moi je suis un opposant, tu vas me donner du pognon ? De quel droit tu disposes de cet argent-là, comme tu veux ? Moi, j'ai découvert des élus qui montaient des associations bidons et qui se versaient la réserve parlementaire dans l'association. Aucun contrôle. Mais rendez-vous compte, c'est notre argent. C'est mon pognon. Les gens ne se rendent pas compte. Les 130 000 € que tu dépenses, c'est moi qui te les ai donnés. De quel droit t'en fais ce que tu veux ? Eh bien, c'est normal. Ils sont élus, ils sont au-dessous de nous, ils peuvent le faire. Il y a une députée qui a un peu de couilles, qui a essayé de déposer... qui a déposé une loi, c'est une formule, qui a déposé une loi pour justement qu'on supprime la réserve parlementaire. Je peux vous assurer que cette députée, elle ne va pas être élue. Ils vont s'arranger pour que quelque part, elle ne passe pas. J'étais à la réunion où elle était avec moi, elle s'est fait incendier par ses collègues. C'est là où je deviens fou. Moi, mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Je ne suis pas communiste, mais pour ceux qui connaissent. Il y a des trucs qui vont quand même rester. J'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, j'ai vu des textes de loi qui sont passés. Des communistes ont voté contre. Pour moraliser la vie politique, les communistes ont voté contre. J'ai du mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut bien dire que ce n'est pas la couleur politique qui fait l'individu. C'est le système qui est mis en place qui fait que les gens se vautrent dedans. Je vais vous donner un autre exemple, parce que j'aime bien parler par exemple. Il y a une fois un député qui dépose une loi, on était déjà dans la merde, en disant, pour montrer l'exemple, on va réduire notre indemnité de base de 10%.
l'indemnité de base des parlementaires députés. Donc le mec, il a déposé un amendement, c'est passé en commission, etc. Et c'était là pour être voté. Donc il demandait à ce que les députés réduisent leur salaire de 10% sur l'indemnité de base, c'est-à-dire 500 € par mois. C'était que dalle. Est-ce que vous savez combien il y a de députés qui ont voté pour? Deux députés sur 577 ont voté pour. Moi, je suis désolé, ça me rend fou. 2. Autant vous dire que l'amendement, il n'est pas passé. Hein. Et c'était rien, c'était 10%, c'était que dalle. Mais au moins, ça montrait l'exemple. Ces gens-là ne veulent pas montrer l'exemple. Ils veulent que nous, on fasse des sacrifices. Ils nous accusent, nous, de faire des sacrifices. Mais eux, non. Moi, je suis fou. J'ai regardé la déclaration d'intérêt des élus. Je les ai tous épluchés. Hein. Ça m'a pris quasiment un mois à tout regarder, quasiment toutes les nuits. Je n'ai pas trouvé un seul député de notre République qui gagnait moins de 13 000 € net par mois. Net par mois. Après impôt. Parce que c'est des indemnités, je vous le rappelle. Les élus, il y a une particularité, c'est que dans la Constitution, à l'article 2, il est marqué que l'élu, la fonction d'élu est bénévole. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est une ambiguïté. C'est parce que c'est marqué que c'est bénévole qu'en fin de compte, eux ne touchent pas de salaire. Eux ne touchent que des indemnités. Ce qui est vachement plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. C'est pour ça, et je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un élu, par exemple, paye 2 fois moins d'impôts que nous. Ça aussi, les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai fait le calcul. Et j'ai été élu, je sais ce que c'est. Nous, quand on travaille, par exemple, vous avez plusieurs boulots. Donc, vous êtes imposé sur le cumul de ce que vous gagnez. Est-ce que je suis clair? Vous gagnez 10 000 € d'un côté, vous gagnez 15 000 € de l'autre côté, vous êtes imposé sur 25 000 €. D'accord? Selon ce que vous gagnez, comment monter, votre tranche d'imposition monte. D'accord? Plus vous gagnez, à la limite, plus vous êtes imposé. Jusque-là, on est OK? Un élu, c'est pas ça. Un élu, il est imposé sur chaque tranche de ses indemnités. Donc, s'il a un petit mandat de conseiller régional, il est imposé sur 2 500 €. S'il a un mandat de député, ou, comme M. Larcher, 18 000 €, il est imposé que sur 4 000. Mais les deux ne s'additionnent pas. Donc, il reste automatiquement dans des petites tranches. Donc, quand un élu gagne 20 000 € et que vous gagnez 20 000 €, moi, je paye 10 000 € d'impôts, mais l'élu, il n'en paye que 5 000. C'est pas beau, la vie? Et ces gens-là viennent nous expliquer qu'on n'est pas assez civique. Ces gens-là viennent nous expliquer que, quelque part, c'est nous les méchants. Que c'est nous qui ne sommes pas assez, qui ne comprenons pas qu'on ne participe pas assez à l'effort de la nation. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on ne regarde pas, qu'on ne comprenne pas, et qu'on continue à croire que nous sommes dans une démocratie où ces gens-là sont à notre service. Mais de plus en plus, ils sont en train de faire que c'est nous qui sommes à leur service. Ça va, je ne vous gonfle pas trop? Parce que moi, je peux parler 3 heures, hein, comme ça. Hein. Bah, je sais. Dans 5 minutes, on fera un échange de questions-réponses. Je sais. Ouais, qu'est-ce que je peux vous parler encore? Ouais, donc je vous juste terminer là-dessus, je vais vous laisser la parole parce que sinon je peux en parler pendant 10 heures. Pourquoi je suis pour le casier judiciaire vierge? Et parce qu'il y a des gens qui disent, ouais mais tu comprends, il y a déjà une inéligibilité systématiquement, il y a des députés qui déposent des trucs pour que l'inéligibilité à vie, vous en avez entendu parler. Tout ça, malheureusement, c'est bidon. L'inéligibilité, ce n'est pas constitutionnel. Une éligibilité à vie, de toute manière, ça sera toujours retoqué par le Conseil constitutionnel. En 2010, il y avait une peine d'éligibilité. Il y a un mec qui avait été condamné pour agression sexuelle. Il a déposé un recours en QSP, et ils ont dit non, on ne peut pas condamner de façon systématique quelqu'un à l'inéligibilité. Donc de toute manière, ça ne passera pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai découvert dans mes écrits, c'est dans mon bouquin. Moi, j'ai le nom des élus qui sont inéligibles et qui sont élus quand même. J'en ai un particulièrement qui a été inéligible. Il s'est présenté à une élection. Le mec, il a été élu. Le préfet, qui était un type honnête, a essayé de le faire virer. C'est-à-dire que le mec, il a fait un référé. C'est le préfet qui a été viré.
Je vous jure, c'est vrai, tout ce que je dis est vrai. Hein. J'en ai un autre qui a été condamné 8 fois avant d'être élu. 8 fois. Détournement de chèques, enfin, c'est pas des gros trucs, mais c'est des trucs quand même importants. Le mec, il a monté une liste, il a copié des bulletins de vote d'un programme il était dans le sud, il a copié un truc mais copié-collé. Hein. Le mec, il est élu. Pendant qu'il est élu, il était condamné 2 fois. 2 fois. À tel point que le maire, quand il voyait ce mec arriver, il planquait tous les tampons et tout, de peur que le mec il parte avec les tampons. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi je dis l'inéligibilité, ça sert à rien. J'en ai un autre, attendez, j'en ai un mieux encore, je m'en souviens de celui-là. Un maire d'une commune. Le mec, il a été déclaré inéligible en Conseil des ministres. On peut pas mieux, hein. J'ai les preuves, hein. En Conseil des ministres, c'est-à-dire que je sais plus si c'était Hollande ou Sarkozy, il vote un truc, il signe, ce mec-là, il a fait tellement de trucs, pof, on le déclare inéligible. 3 ans après, il est réélu maire. Et il y est toujours, hein. Donc l'inéligibilité, ça aussi, c'est un leurre. La meilleure façon, et c'est vrai que c'est un peu plus long, c'est le casier judiciaire vierge. Quand tu vas faire du sport, entre guillemets, tu présentes un certificat médical. Si tu n'as pas son certificat médical, tu ne peux pas faire le sport. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour être élu? Inéligibilité, c'est du pipeau. Tous les gens qui vous disent inéligibilité, renvoyez dans machin, ça ne sert à rien, c'est pas applicable, et en plus, c'est pas appliqué. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je précise que tout ce que j'ai écrit dans mes bouquins n'est que du factuel. Sur 1200 personnes, j'ai eu un procès. Et de ma faute. J'assume. Sur les goudrons du Plume, d'ailleurs, on est en train de tous les faire revenir pour que je supprime les 3 lignes où je me suis bourré. Il y a un mec dans le midi de la France, il devait être 2 h du matin, j'ai pas fait gaffe, et il a été mis en examen pour détournement d'argent, il avait embauché son frère, etc., mais il y avait un autre mec qui était en procès avec lui, et l'autre mec a été condamné, et j'ai pas dû faire gaffe, et j'ai attribué la condamnation à ce premier mec. Donc il me fait un procès, j'assume, etc. C'est la seule erreur que j'ai faite sur 1200 élus. Et ça fait 3 ans, et jusqu'à présent, il n'y en a pas un seul qui m'a fait un procès. Tout ce que j'écris est vrai, y compris dans pire des temps. Quand je dis que les gens s'en mettent plein les poches, quand je dis qu'il y a des élus qui gagnent 800 000 € et qui continuent à prendre leur toucher, leur machin, quand je dis qu'il y a des élus, et j'ai oublié de vous le dire, ça c'est important. Je suis fou de rage aussi avec ça. Excuse-moi, tu m'accordes encore 2 secondes ? Donc, depuis 2 ou 3 ans, ils vous ont pondu un truc vachement intelligent pour moraliser, qui est la déclaration d'intérêt et d'activité des élus. Vous savez qu'ils ont obligation de mettre sur leur paplard ce qu'ils ont gagné, etc., etc. Je vous en parlais tout à l'heure, ce que j'ai, moi, épluché pendant un an. La moitié des élus ont rempli ça n'importe comment. Il y en a même qui n'ont rien rempli du tout. C'est sur leur bonne foi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle derrière. Moi, j'ai contrôlé, je peux vous expliquer qu'il y en a qui gagnent plus. Par exemple, j'ai du mal à comprendre que Manuel Valls ait déclaré 109 € sur son compte en banque. Première déclaration, 109 €. Deuxième déclaration, il a 2000 € sur son compte en banque. Ah, il est pas riche, Manuel. Il a déclaré aussi qu'il n'était pas il a une maison à Paris avec Anne, que je connais bien, de 2 cm², mais sur le papier, lui, il ne possède que les chiottes. C'est tout ce qu'il a. Ils ont monté une SCI, et donc lui, il n'a que les chiottes. Hein. Quand je calcule le pourcentage qu'il a de la SCI, ça correspond uniquement aux chiottes. Donc quand il rentre chez lui, ils installent les chiottes. Et à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans ce texte de loi, encore une fois, et c'est là où ça me rend fou de rage, il y a un truc qui est tout en bas, je vous conseille d'aller voir. Allez les voir, ces déclarations d'intérêt et d'activité. Déclarations d'intérêt et d'activité sur Internet. C'est eux qui doivent les remplir tous les ans. Mais en bas de ces trucs-là, il y a marqué la condamnation auquel ils sont condamnés s'ils font des fausses déclarations. C'est quelque chose comme 35 000 €, etc., etc. Rien. Rien. Il y a une pseudo-haute autorité qui a été montée, que je dois avoir ce MICA. Rien. Il y en a qui ont dit « j'en ai rien à foutre » qu'on met dessus. J'en ai rien à foutre, il y en a qui a mis ça. Néant, ça ne vous regarde pas, alors que c'est la loi. Est-ce que nous, si on fait ça sur notre déclaration de revenus, on nous dire ouais, t'as raison. Donc les propres mecs qui pondent des lois pour nous serrer, sur leur propre déclaration qu'ils ont obligation de faire, les mecs, ils mettent n'importe quoi. Et en plus, sur chaque déclaration en bas, il y a marqué « attention, si tu remplis mal, tu es condamné à 35 000 € d'amende ». Où c'est qu'on va? Mais comment on peut croire que ces gens-là... Il y a des gens qui croient que c'est bien, que c'est un progrès. Ils ont maquillé une fois de plus. La déclaration de patrimoine, et je termine là-dessus, vous en avez tous entendu parler.
où ils doivent inscrire, etc., combien ils ont de patrimoine avant et on puisse comparer à la fin. Mais si vous saviez le parcours du combattant pour aller voir ces déclarations de patrimoine, d'abord, il faut que vous soyez électeur dans le département de l'élu que vous allez voir. Si moi je veux aller voir le patrimoine de Balkany, je ne peux pas. J'habite dans l'Essonne, lui dans la Haute-Seine, je n'ai pas le droit. Déjà, par rapport à la vie. 2, il faut que vous preniez rendez-vous 15 jours à l'avance. Vous pouvez payer n'importe comment. 3, vous ne pouvez payer avec un appareil photo, avec un stylo, etc., etc. C'est interdit. Vous avez quelqu'un derrière vous. Vous devez lire, mais de mémoire. Je crois qu'il y a de certains départements où ils vous autorisent un crayon à papier. Vous pouvez recopier sur un crayon papier la déclaration. 4, vous n'avez pas le droit de divulguer quoi que ce soit de ce que vous avez lu. On est d'accord, hein? Et on a pris ça pour un progrès social, hein? Mais vous ne connaissez pas le pire. C'est que moi, j'ai le mec en meilleur que moi qui fouille sous le tapis. Donc si vous divulguez quelque chose que vous avez lu, déjà après avoir fait tout le parcours du combattant, d'accord, il faut que vous reteniez de tête tout ce que le mec il a dans son patrimoine. Ok, et vous êtes un génie, vous êtes un aspergeur, je ne sais pas comment on dit là, Asperger, vous retenez tout en photographié, vous ressortez. Votre condamnation est plus importante que si l'élu fait une fausse déclaration. C'est-à-dire que l'élu dans son patrimoine, si on découvre qu'il fait une fausse déclaration, je vous résume, lui il est condamné à 30 000 € d'amende, mais si vous divulguez sa fausse déclaration, vous êtes condamné à 50 000. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous prend pour des cons? Mais le problème, c'est qu'il n'y a que des fouineurs comme moi qui s'en rendent compte. Parce que moi, j'ai pris le temps et que je suis de l'intérieur, j'étais voir. Et que vous, on vous fait voir que la surface de l'iceberg. Et comme la surface de l'iceberg, elle est belle, vous y croyez. Mais moi, je vous le dis et je vous l'affirme, la démocratie est en train de se transformer en France dans un pays sous dictature sous-jacente. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est de plus en plus grave. Moi, là, je suis sur oui, j'ai un camarade que je connais, pas un camarade, les gens vont croire que je suis un communiste, ce qui n'est pas le cas. Je suis dans aucun parti politique, je ne suis pas payé par les Russes et je ne suis pas payé par le Front National. Il y en a qui me le sortent. Par la CIA non plus. Je suis totalement indépendant et impertinent. Donc, je le dis parce que c'est des trucs qui arrivent. J'en étais où du coup? Ah oui, j'ai un gamin que je connais, et ce que je vous dis encore une fois est vrai. Il a partagé une photo sur Facebook. Partagé une photo sur Facebook. Alors, ok, la photo était de mauvais goût. Je le reconnais. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont vu, c'était la photo de Manuel Valls dans un truc d'auto-école. Vous savez, les interrogations, il était dans un auto-école, puis on le voyait devant la route, et puis il y avait marqué A, vous l'écrasez, 2, vous continuez, 3, j'ouvre la portière, je lui écrase la gueule. Bon, honnêtement, ça fait rigoler, mais honnêtement, c'est de mauvais goût, si on veut. Et bien, ce gamin, il a reçu, il bosse avec Ivry, hein, à la mairie, où Manuel Valls est conseiller municipal délégué. Moi, j'étais maire adjoint. Ce gamin, il a reçu une notification par la municipale et le DGA, une mise à pied 4 mois. Il n'a pas fait le montage, il n'a rien écrit sous la photo, il a juste partagé la photo sur Facebook, il l'a mis sur le sien. 4 mois de mise à pied, et là il m'a envoyé un SMS aujourd'hui, ils vont le révoquer. Vous n'avez pas l'impression qu'un petit peu il y a une bizarrerie sur la tolérance? Dictature. Le jeune, il travaille à la mairie? Ouais. Ah ouais, il est mort. Non mais même si tu travailles à la mairie. Je veux dire, je partage une photo qui plaise ou qui ne plaise pas, et à cause de ça, dans mon travail, je suis mis 4 mois à pied. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une prise en main de dictature? Je vais vous en donner un deuxième et j'arrête. Il faut que tu me dises cut, hein, Karim, parce que sinon Bolloré, ça vous dit quelque chose? Je connais bien, hein, Bolloré, moi. Parce que mon fils travaille pour lui. Donc Bolloré, mais impertinent, hein. Je précise aussi, parce que dans ceux qui regardent le petit journal, le petit Panayotis qui fait le con, c'est mon fils, c'est mon petit dernier. Hein. Donc il travaille, mais en étant impertinent. Hein. Donc Bolloré a porté plainte il n'y a pas longtemps contre une association qui s'appelle Bastamag, que je connais bien, qui sont des copains, parce que ces mecs-là avaient sorti un papier sur les choses pas bien que faisait M. Bolloré en Afrique. Jusque-là, eux, ils avaient le droit, d'accord, et Bolloré, il avait le droit de porter plainte en diffamation.
Moi, je ne remets pas en cause, encore une fois, la tolérance et l'intolérance. Mais là où c'est plus grave que ce personne l'a vu, c'est que Bolloré, il avait aussi porté plainte contre 2 personnes qui avaient juste partagé l'information sur leur Facebook de l'association Bastavag. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire Facebook, vous avez une information qui vous intéresse et vous la partagez. Bolloré avait porté plainte aussi contre ces 2 personnes. Personne ne se rend compte, mais c'est grave par rapport à la liberté et la restriction de liberté. Il a gagné ou pas? Hein? Non, il a été débouté, heureusement. Oui, mais, attends, c'est pas le problème qu'il ait été débouté. C'est que le problème, c'est que la plainte a été jugée recevable. Parce qu'aujourd'hui, il a été débouté. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que la plainte a été jugée recevable. C'est-à-dire que les 2 personnes, comme toi et moi, des lambda, je lis Bastamag, je trouve ça intéressant, hop, je partage. Poum, procès. Et là aussi, on retombe sur un truc qui est affalant, parce que j'ai un type que je connais bien qui s'appelle Grébert, je vais aller le défendre là plus tôt, qui est un des opposants. Lui, il a 12 procès au cul, parce qu'il a ouvert sa gueule contre la municipalité. Mais le problème qu'on a aussi par rapport à ça, c'est que par exemple le maire, la maire de Puteaux, elle dépense plus d'1 million par an d'euros payés par la collectivité pour faire des procès à Grébert. Mais Grébert, quand il a un procès, il paye de sa poche. Hein. Et là aussi, il y a un problème de démocratie qu'il va falloir qu'on résoudre. Parce que je ne vais pas relancer le débat, mais je travaille aussi pour les lanceurs d'alerte. Mais les lanceurs d'alerte, quand ils découvrent quelque chose, l'entreprise en face, elle paye des avocats qui payent très très cher. Le pauvre lanceur d'alerte, moi ça m'est déjà arrivé, il se retrouve, il doit payer lui-même tout. Donc c'est le mec qui dénonce, c'est le mec qui se bat pour un peu plus de justice, qui se retrouve niqué vis-à-vis de la justice. Parce que lui, il ne peut pas payer. Et que je peux vous assurer que les avocats, ça coûte très cher. Moi, sur une autre affaire où je me battais contre une secte, j'ai dépensé 70 000 € de ma poche. De ma poche. Alors que les mecs en face, ils avaient 6 avocats. La secte. 6 avocats. Et qui payaient très très cher. Là aussi, il va falloir qu'on change un petit peu les choses. Parce que, par exemple, Bolloré, lui, quand il a fait ses procès, je vais te dire que les avocats, ils étaient très chers. Les 2 pauvres lambda, comme toi et moi, qui se sont retrouvés dans un procès en diffamation et où tu es obligé de prendre un avocat, tu fais comment quand tu gagnes que 1 300 € par mois et que tu as eu le malheur de faire un petit peu de démocratie en partageant une information? Tu l'as dans l'os. Et là aussi, je trouve qu'il n'y a plus de démocratie. Mais personne ne s'en rend compte. Parce que le système, paraît-il, va bien et le système est de plus en plus démocratique. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été un peu long.